bienvenue. Sylvia, merci d'être avec nous. D'abord, un mot de tout ce que tu as entendu là, maintenant, fragmentation, hyper choix. En un mot, ça t'inspire quoi? Je suis assez alignée avec ce qui a été dit, notamment ce qui a été développé par Swad à l'instant. On va y revenir ensemble, je pense. Mais c'est vrai que ça bouge, c'est riche, c'est excitant. Donc je suis de très bonne humeur dans cette très belle salle. Je suis hyper bien puisque tout est hyper fragmenté. En plus, tu es venu avec une surprise. Tu es venu avec une surprise à la fin, une petite exclusivité parisienne. Que tu vas nous montrer avec un nouveau programme que vous allez lancer sur TF1. D'abord, aujourd'hui, on parle beaucoup de Total Vidéo, mais toi, tu m'as dit, eh ben maintenant, c'est l'infini de vidéo. Je crois que tu as traversé l'Atlantique et on t'a dit à un moment, aujourd'hui, c'est l'infini de vidéo. Jusqu'où on va aller? C'est quoi, en fait, tout ça? Alors, effectivement, l'infini de vidéo, ce n'est pas de moi. J'étais en octobre dernier avec l'ECTA à Montréal et il y avait un intervenant, monsieur Doug Shapiro, qui est senior advisor au BCG. Et c'est vrai que cette réunion était assez particulière parce que il était assez vindicatif sur finalement quel était le chemin pour les broadcasters. Et c'est là où il balance son truc, l'infini de vidéo. Et pour vous donner un exemple, je pense que derrière vous vous rappellerez de cette petite statistique. Chaque heure qui passe dans le monde, il y a 30 000 heures de contenu téléchargé. C'est-à-dire l'équivalent de la grille de Netflix. Toutes les heures qui passent dans le monde. D'où, effectivement, on s'est tous dit dans la salle, waouh! Ça facilite pas le choix, tout ça. Ça facilite pas le choix. Et donc, ça nous oblige effectivement à se poser, à prendre du recul et se poser un certain nombre de questions. Donc, face à cet hyper choix, on a vu qu'il y avait donc une hyper consommation. Philippe a rappelé les chiffres. Et c'est vrai que moi, ce que je retiens comme chiffre très intéressant, au-delà des 4h30 dont tout le monde a parlé, c'est effectivement 75 à 80% de cette consommation vidéo qui se fait dans l'écran de télé. Et ça, chers amis, c'est une excellente nouvelle puisque maintenant, ça fait quelques décennies que nous pratiquons modestement cet écran. Donc ça, pour nous, c'est un point essentiel. Et l'autre point essentiel dont on n'a pas encore beaucoup parlé ce matin, c'est l'intelligence artificielle. Infini de vidéo, et avec l'intelligence artificielle, ça va permettre de développer encore plus de choses et surtout remettre de la compétitivité, remettre de l'accessibilité pour tous les partenaires et les acteurs. C'est-à-dire, moi je suis un acteur local, j'aurai tout autant accès à la capacité d'intelligence artificielle que peut l'être un acteur américain ou un acteur chinois. Et ça, je trouve ça hyper intéressant et j'avoue que ça nous donne un champ de potentialité. Et donc, en clair, vous l'aurez compris, dans ce contexte d'hypertout, notre stratégie, elle est simple, c'est la stratégie de la boussole, c'est la stratégie de la destination, comment être une destination de référence sur le divertissement et l'information sur les marchés francophones, avec 3 points importants, des contenus premium, évidemment toute la partie écran de télévision qui est essentielle, et surtout la conviction que le modèle économique dominant sera un modèle financé par la publicité intégralement. Ce que font aujourd'hui les acteurs de la SVOD, qu'on appelle maintenant HSVOD, c'est une diversification par rapport à leur business model historique. Donc c'est quelque chose en plus. Nous, on croit, et quelque part, quelque chose d'hybride, c'est tu payes un peu, tu as un peu de pub. Donc tu as un peu de tout, donc est-ce que tu as un peu de quelque chose en fait? Nous, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. Alors, donc TF1+ a été lancé en janvier, on en a vaguement parlé, je crois. Quel bilan tu peux en faire? Alors, en fait, votre vraie question autour de la plateforme de destination, c'est aussi de dire on veut plus être une plateforme de replay. En fait, aujourd'hui. En fait, je crois que c'est ça qui vous a vraiment guidé. Tu parlais de la boussole et tu m'as beaucoup dit, on veut plus être une plateforme de replay. On est vraiment une plateforme sur laquelle on va consommer les choses. Oui, parce que replay, ça veut dire rattrapage. Replay, ça veut dire fonctionnalité de base. Ça veut dire petite chose économiquement.
C'est-à-dire sur les 9 milliards à peu près d'investissement digital sur le marché français, aujourd'hui, la partie replay en 2023, c'est 272 millions d'euros. Une goutte d'eau dans la mer. Donc pour nous, effectivement, en termes de business model, en termes de stratégie, il nous semblait essentiel de scaler et de constater que dans le monde aujourd'hui, il y a 2 leviers de croissance, évidemment le retail média et ce marché des contenus longs à la demande, financés par la publicité. Et donc, c'est passé au step de streaming. Qu'est-ce que ça veut dire passer d'une plateforme de replay à une plateforme de streaming? La première chose, c'est la question des droits et les droits longs. Quand vous êtes en replay, vous étiez capé à 7 jours. Aujourd'hui, en streaming, c'est minimum 30 jours et ça peut aller jusqu'à 48 mois. Ça coûte beaucoup plus cher d'ailleurs, puisque derrière, il faut aller négocier avec les ayants droit à chaque fois. Hein. Merci François. Donc après, on verra tout à l'heure la question de la valeur. Alors, mais nous, on fait ça tout ça gratuitement. On ne fait pas payer un petit peu. Ah, pas pour vous. Hein. Non, mais nous, on finance, mais on donne à notre... Non, mais ça veut dire qu'il y a un moment, quand on passe d'une plateforme de replay à une plateforme de streaming, ça coûte plus cher à opérer. À opérer. Hein. Bien sûr, tu as complètement raison. Donc, il y a cette histoire des droits longs. Et la capacité aussi, c'est la profondeur. Donc, c'est vrai qu'on est passé à peu près de 8 000, 9 000 heures à 15 000 heures aujourd'hui. 15 000 heures, c'est l'équivalent d'un Disney+, ou d'un Amazon Prime. Je rappelle, Netflix est plutôt 30 000 heures. Et l'autre point extrêmement game changer, c'est la distribution. C'est d'être le premier choix. C'est d'être en première visibilité. Et aujourd'hui, TF1+, c'est 92% de branchement au FAI, c'est 95% sur les Smart TV et 100% OTT. Les 92%, c'est vous ne trouverez pas Canal. TF1+ et Canal, ce sera plutôt du MyTF1. Donc les premiers résultats, ils sont satisfaisants. Tu peux pas donner de chiffres parce que je crois que vous êtes un peu coté en bourse. Je crois. Je peux donner des chiffres d'audience parce oui, qu'on les publicitaires pas encore. Ah non. Rendez-vous le 30 avril. Ça, c'est du teasing. Bah, c'est le jour de la publication. Non, mais c'est plutôt bien. Ça va. Ça va. Mais tu sais, moi, je pense qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de la c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est une course de fond. C'est-à-dire que ça va durer des mois et des années. C'est-à-dire que le 30 avril, vous n'allez pas avoir multiplié par 4 votre chiffre digital. J'aimerais bien. Mais... non, mais le 8 janvier 2024, c'était un peu le premier jour du reste de notre vie de streamer, tu vois. Enfin, c'est le début, quoi. Donc, les chiffres en audience. On a donc eu un premier record en mars avec 35 millions de visiteurs uniques. On était en moyenne 2023 à 29 millions. Et on a désormais 4 millions de streamers quotidiens. Donc c'est plus 32%. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une plateforme qui marche plutôt bien sur les jeunes, puisqu'en reach mensuel, on a quand même 80% des 15-24 et 15-34. Et par rapport au travail qu'on fait d'un point de vue éditorial, un programme comme Danse avec les stars sur Internet, c'est 2 millions de vidéos vues en quelques jours, et c'est 80% aussi de moins de 30 ans. Et l'autre point, c'est qu'on a fait un petit quali, un petit panel. Alors ça, ces chiffres-là, je pense pas qu'ils soient sortis. En février, donc au bout d'un mois du lancement, on avait 1400 panélistes. On a déjà 72% de notoriété assistée sur TF1+. Et surtout, ça pour moi, c'est le chiffre le plus important, 39% aujourd'hui considèrent qu'on a une plateforme de streaming. Par rapport à l'année dernière avec MyTF1, on a gagné 16 points. Donc ça, pour nous, c'est très encourageant. Une plateforme de streaming de destination, comme tu dis, est-ce que c'est aussi une façon un peu de tourner le dos au linéaire? Parce que quand on parle du replay, on pense au linéaire, c'est-à-dire qu'on va regarder en replay du linéaire. En quoi ça peut quand même être compatible? Parce que, on va pas le dire, le chiffre d'affaires publicitaire aujourd'hui des groupes comme les vôtres, il est encore beaucoup sur le linéaire, hein. Le modèle aujourd'hui, c'est 90-10. Aux États-Unis, un broadcaster, c'est 95-15. Et ceux qui ont réussi à peu près un peu plus diversifié, c'est ITV avec un 80-20. Ça, c'est l'objectif, ça. ITV, le modèle ITV, c'est un peu l'objectif. Même un peu plus. Ouais. Ça, c'est celui d'M6+. Ouais. 80-20. Donc, nous, c'est un peu plus. Oui. Bah, par rapport à un truc simple, c'est que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le marché à la demande, c'était... Sur les moins de 50 ans, 19% sur une base de consommation vidéo en 2019. C'est 35% en 2023. Ce sera 50% en 2027. 45-50. Voilà. Donc nous, on est comme le saumon. On est comme le saumon, on monte la rivière et on va là où il y a la croissance. Mais pour autant, pour revenir à ta question, nous, on croit à un modèle convergent avec
un pilier qui est le linéaire, qui aujourd'hui est installé, et ça reste pour nous un enjeu prioritaire. Il n'y a pas de désaffection du média télé. Les gens la regardent tout autant, un peu moins, d'accord, mais néanmoins, l'écran est là et présent. Ça, c'est le premier point. Et par rapport à aussi certains line-up, on voit qu'ils sont ultra là, comme par exemple le sport ou l'information. L'information, divertissement aussi. Divertissement, mais l'information et le sport qui sont deux valeurs distinctives qui se consomment vraiment en live, parce que de nouveau, nous, notre premier savoir-faire, c'est le live. Donc quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Donc on va pas. L'idée, c'est pas la propre nombre, c'est faire les deux et avoir une proposition d'excellence sur les deux. Et donc sur la partie linéaire, on a des chiffres très encourageants en part d'audience sur ce début d'année. On gagne 1,6 de part d'audience sur les 25-49 ans. Ça nous met à 31,5%. Donc on est hyper content. Néanmoins, cette richesse, ce bassin linéaire, et c'est valable pour mes camarades de jeu, M6, France Télévisions, Altice Canal, c'est-à-dire comment on s'en sert pour les transformer sur la partie code du streaming. Donc être une destination, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une offre lisible, simple, identifiée. Ça veut dire d'être le premier choix. J'en parlais tout à l'heure au niveau de la destination, de la distribution. Ça veut dire effectivement une capacité d'avoir des contenus premium, sérialisés, qui font la différence, qui créent de l'engagement. On n'est pas dans la logique de contenu snacking. On est effectivement dans embarquer. On a vu d'ailleurs l'étude montrer que c'était la fin du binge watching. Alors, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est lié à une histoire de modèle économique. C'est-à-dire que pour les plateformes comme Netflix et compagnie, au départ, ça rigolait. Ça, c'est pas votre intérêt, forcément. Nous, on l'a. Alors, c'est un service. Le preview, par exemple, vous sur TF1. Nous, on n'est pas OK pour le preview. Ouais. Pourquoi? Parce que par rapport à ton point, c'est-à-dire, ITV l'a fait. ITV, ils ont effectivement mis beaucoup d'argent dans des originals et ils ont diffusé 3 à 6 mois avant sur ITVX ces produits qui étaient après diffusés en linéaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque part, ça cannibalise. Ça a cannibalisé, ça a galvaudé, etc. Donc nous, la première visibilité, on la garde pour le linéaire, ce qui est une preuve très claire de notre volonté de rester sur la partie linéaire. Après, c'est comment plutôt on crée des spin-offs. Comment par rapport à ces marques sont Star Academy, Koh-Lanta, The Voice, nos programmes de fiction, etc. Comment effectivement on arrive derrière à enrichir la proposition. Donc c'est ce qu'on a fait avec Danse les Stars sur Internet. Il va y avoir Koh-Lanta sur Fortnite. On a créé The Voice Comeback, qui est une compétition parallèle pour The Voice, etc., etc. Donc c'est ça plutôt nous notre stratégie. C'est diversifier les grandes marques, on va dire grandes franchises. Oui. Ça c'est la règle. Il y a la valeur aussi aujourd'hui. Comment monétiser? On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui c'est 10,90 votre chiffre d'affaires publicitaire, 10 pour le digital, 90 pour le linéaire. Comment aujourd'hui on augmente la valeur? Je crois que c'était la volonté du PDG du groupe TF1, Rodolphe Belmer, qui disait nous on veut augmenter la valeur. L'idée c'est aussi d'aller chatouiller YouTube aussi. C'est quoi votre stratégie justement pour augmenter la valeur, pour que les annonceurs ils payent plus cher pour être présents autour de cette proposition digitale? Alors déjà effectivement c'est important de le dire. Aujourd'hui nous considérons que notre premier concurrent c'est YouTube, qui est effectivement un acteur de référence sur notre marché du gratuit, c'est tout ce que je viens de dire précédemment. Et c'est vrai que par rapport à ça, il y a un enjeu de se dire quelle est notre valeur distinctive par rapport à cette offre, on va dire, plus pléthorique. La première chose, c'est, je le disais, c'est la qualité de contenu. Donc ça, c'est un premier élément de réponse pour valoriser, entre guillemets, et défendre notre proposition de valeur. Donc nous, c'est vrai qu'on est 100% contenu éditorialisé, des formats longs, etc. Quand effectivement, YouTube, il y a 80% à peu près du GC. Le deuxième point, c'est l'écran de télévision. Aujourd'hui, 75 à 80% de nos contenus sont consommés sur l'écran de télévision. YouTube, c'est entre 30 et 40% selon les études. Donc c'est que le match de l'écran de télé aujourd'hui, on le gagne. Donc maintenant, c'est comment on continue. D'où les enjeux de la distribution. Ensuite, c'est la partie data. C'est qu'on n'a pas à rougir. On propose aujourd'hui 1200 segments data. Et on va s'améliorer par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est un enjeu important. Et après, c'est la capacité pour avoir de la valeur à démontrer la meilleure performance, le meilleur retour sur investissement. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, notamment sur l'attention. Nous, notre proposition, effectivement, en termes d'attention, tout écran, on est plutôt autour de 74%. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude Explain.
quand effectivement la partie vidéo online comme YouTube est plutôt autour de 55%, et quand on focus que sur l'écran de télé, parce que vous pourriez me dire t'es pas juste, tu vas que sur l'écran de télé, là on est à 86% sur nous, quand effectivement la moyenne vidéo online dont YouTube est plutôt à 64%. Donc regain de match, et après c'est vrai que quand vous faites une équation pour l'annonceur ou pour l'agence, complétion, visibilité, brand safety, point important quand même, et la partie attention, on regagne le match, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, et je le dis sans rougir et droit dans les yeux dans cette salle, nous avons aujourd'hui la meilleure proposition de valeur entre un YouTube qui est effectivement à 5 € du CPM, mais avec tout ce que je vous ai dit précédemment en termes de qualité d'insertion, en termes de qualité de contenu, etc., et qui de nouveau est une plateforme et un hébergeur et n'est pas un média. À l'inverse, nous avons effectivement du 30 à 50 € CPM pour des Netflix, des Disney+, et des Amazon qui ont proposé, je crois, un prix autour de 25-30, même si là, ils font une impression achetée, une impression offerte. C'est un peu bon, voilà. Mais pourquoi pas? C'est bien, tu fais la promo d'Amazon. Hein. Ouais, mais non, mais ça repose la question du modèle, si tu veux. Pourquoi dire que tu veux faire un CPM? D'accord, mais faut assumer, quoi. Enfin, bon, bref. Et nous, la target, c'était à 15 €, mais notre 15 €, c'est avec de la data déterministe. Je rappelle qu'on est 100% logué, et c'est notre point. On va avoir effectivement un appairage cross-device, l'enjeu de l'ID. Donc nous, c'est vrai que tout ça, ça va nous permettre par la data, et ça va être cette currency, la monnaie qui va effectivement faire la différence, c'est la monnaie de la data, et puis l'enjeu du reach. Donc je ne suis pas sereine, mais en tout cas, je suis résolument confiante sur le fait que les annonceurs et les agences savent faire la différence. Et normalement, par rapport à cet hyper choix et cette infinite situation, il y a un moment, choisir une offre qui a le meilleur ROI. Juste avant que tu nous diffuses petit extrait d'une nouveauté sur TF1. Le marché francophone aujourd'hui, la difficulté des plateformes comme TF1+ et les autres, c'est le marché français qui est quand même petit, 65 millions d'habitants, à différence du marché anglophone qui est ouvert à toutes les grandes plateformes américaines et anglaises. Aujourd'hui, vous avez décidé d'aller sur le marché francophone, c'est 300 millions d'habitants. Aujourd'hui, deux questions et très rapides. D'abord, comment vous allez faire pour vos programmes? C'est-à-dire, on parlait des droits tout à l'heure. Comment on arrive à avoir les droits dans tous les pays francophones? Alors, il y a évidemment le Québec, mais il y a surtout l'Afrique et tous les grands pays francophones. Et puis, comment vous arrivez à monétiser aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un marché mondial du streaming francophone? Alors, il y a un marché mondial du streaming, et clairement, les Netflix... Francophone. Oui, non, mais déjà, je réponds, il y a un marché mondial. Oui. Donc, il peut être mondial, il peut être clusterisé en EMEA, en francophone, etc. Mais la base, c'est qu'il y a un marché mondial. Avec les Netflix, les Amazon, les Disney, il n'y a pas de débat, les YouTube, etc. Donc ça, nous, on peut pas... pareil, si tu veux être dans la croissance, si tu veux être dans le marché, si tu veux dans la dynamique... Vous ne pourriez pas lancer TF1+ en anglais, par exemple. Mais pourquoi pas step by step. Donc step 1, on a lancé sur la France. Step 2, à fin 2025, on veut être sur tous les marchés francophones. Ça veut dire effectivement à peu près plus de 320 millions de consommateurs. Donc là, d'ici fin juin, ça va être Belgique et Luxembourg, la Suisse à la rentrée, et d'ici à fin 2025, la partie effectivement Canada et Afrique du Nord. Donc ça, c'est le premier point. Après, Swad l'a dit tout à l'heure, on a fait le choix, et on n'est pas les seuls au niveau des acteurs broadcasters, d'être multi-DSP et totalement open. Donc nous, on vise aussi de scaler notre proposition avec la partie programmatique. Après, j'adorerais faire de l'open RTB, mais pourquoi je peux pas en faire? Ah, parce que je suis SMAD. Parce que en fait, je dois soumettre, moi, à la RPP. Et comme je dois soumettre à la RPP, j'ai un délai. Donc je ne peux pas faire du real-time bidding. Help. Je referme ma parenthèse. Donc, du coup, non mais c'est une des raisons, c'est important, c'est-à-dire les asymétries. L'appel est lancé. On peut en parler pendant des heures. Donc, du coup, la programmatique, être totalement multi-DSP, parce que j'entends la pénibilité de Swad, elle me parle, la pénibilité de Swad, mais c'est vrai, privilégier ceux justement qui ont fait le choix d'être dans une démarche de stack open. Donc, notre signature, c'est effectivement pour TF1, le groupe TF1, c'est les Français ensemble. On espère un jour pouvoir dire les Français ensemble partout dans le monde. Pour vous montrer qu'on est hyper motivés, je suis venue effectivement ce matin avec une petite bande-annonce qui montre aussi où on veut aller et qui est l'avenir pour nous.
Cette bande-annonce, c'est Cat Size. Donc Cat Size, on a acheté les droits du manga japonais. Ça va valoriser les plus beaux monuments de Paris, puisque les 3 sœurs cambrioleuses, elles vont cambrioler ces plus beaux monuments. Donc c'est pour nous un étendard de la culture française. Faites attention à vos portefeuilles. Exactement. Oui, surtout avec moi. C'est coproduit avec Amazon Prime, donc petite incursion. Notre concurrent, c'est YouTube, mais c'est vrai que ces plateformes de highest vote, c'est pas leur modèle central, la publicité, et on est plutôt dans une logique de compétition, puisque ce sont des gens avec qui on travaille sur la distribution. Donc Amazon Prime est l'heureux élu que nous avons choisi. C'est le bazar de la charité pour nos avec Netflix. Avec Netflix, exactement. Et c'est résolument un produit pop culture. Nous, TF1+, on veut être pop culture, parce que ce qui nous intéresse, c'est les moins de 50 ans sur tous les devices.